auprès de Jeanne dans les toilettes des femmes. Tu comprends, j'ai paniqué. Il est capable de frapper cet homme. Jeanne la regarda, les yeux vides de larmes. Tu aurais pu me défendre, dit-elle simplement. Mais dans l'aquarium, personne ne défend personne. On ne fait que survivre. Et la survie a un prix. Ce jour-là, Jeanne comprit que le sien était la solitude. Elle était entourée de collègues, mais elle était seule. Terriblement, irrémédiablement seule. Partie 3. Le royaume des petits rois. Chapitre 7. Une campagne électorale. La campagne pour la présidence du comité d'entreprise fut une comédie humaine en miniature, un condensé de toutes les ambitions, les frustrations et les luttes de pouvoir qui animaient l'étage. Le CE, avec son budget modeste et ses prérogatives limitées, des billets de cinéma à tarif réduit, des chèques vacances, l'organisation de l'arbre de Noël, devenait le théâtre d'une bataille aux enjeux démesurés, car ce qui était en jeu n'était pas le bien, être des salariés, mais la reconnaissance et le statut de ses dirigeants. Deux visions du monde s'affrontaient. D'un côté, Hervé Dumont, le président sortant, le syndicaliste, l'intellectuel. Sa campagne était un modèle de rhétorique de gauche pleine de grands principes et de références culturelles. Il défendait une certaine idée de la culture, une culture exigeante, éducative. Sous sa présidence, le CE avait financé des soirées au ciné, clubs avec des films russes sous-titrés et des expositions de peintres chinois abstraits. Il parlait de l'exception culturelle française, de la lutte contre l'impérialisme américain, de la nécessité d'élever l'âme des masses laborieuses. Son discours était un mélange de convictions sincères et de condescendance, à peine voilée, typique d'une certaine intelligentsia de gauche, souvent critiquée pour sa déconnexion avec les aspirations populaires. Face à lui, Jean-Claude Convenant, le commercial, le beauf magnifique. Sa candidature était une insurrection populiste. Il n'avait pas de programme, il avait des slogans. Il ne parlait pas de culture, il parlait de plaisir. Primo, haranguait-il ses troupes près de la machine à café, on va oublier les soirées ciné, club avec les films qu'on ne comprend pas. Yes. Secondo, terminer les expos des peintres qui peignent des trucs bizarres. Yes. Sa promesse phare, son grand projet était simple. Je vais taper dans le tourisme de grand luxe. Il évoquait des semaines au sport d'hiver pour le prix d'une carte de cantine, des voyages à Las Vegas, des week-ends dans des hôtels avec piscine. Il faisait écho à un désir simple et puissant. Profiter de la vie maintenant, sans se poser de questions. Il incarnait cette France populaire qui aime le Tour de France, le camping et Johnny Hallyday, une culture souvent méprisée par les élites mais profondément ancrée dans le cœur du pays. La confrontation entre les deux hommes était une lutte symbolique. Hervé se voyait comme un guide éclairé, Jean-Claude comme un pourvoyeur de bonheur. Leur style vestimentaire eux-mêmes était des manifestes. Hervé, avec ses chemises à manches courtes et ses pantalons en tergale, représentait une gauche austère et un peu ringarde. Jean-Claude, avec ses chemisettes colorées et ses mocassins à glands, incarnait une droite décomplexée et hédoniste. La campagne atteignit son paroxysme lorsque les résultats furent annoncés. Victoire écrasante de Jean-Claude. Mais Hervé, mauvais perdant, contesta immédiatement le scrutin. « J'ai compté les bulletins, annonça-t-il d'une voix sépulcrale. Il y en a exactement 60 et nous sommes 42 dans la boîte. L'accusation était terrible. Fraude. » Et Hervé avait déjà le coupable et le mode opératoire. Ils sortent d'où les bulletins? Je vais te le dire, ils sortent des cimetières. Il a fait voter les morts. Il a ressorti les listings des macabées de la boîte. L'indignation de Jean-Claude fut spectaculaire. Mais c'est dégueulasse, j'ai jamais triché de ma vie. Il était sincèrement outré. Et pour cause. Quelques jours plus tard, dans la confidence, Hervé révéla la vérité à Maëva. C'était lui, l'architecte de la rumeur. Il n'y avait pas eu de fraude. Il avait simplement inventé l'histoire pour discréditer Jean-Claude, pour saper sa légitimité. Tu sais, la politique, c'est aussi les basses manœuvres, lui expliqua-t-il avec un sourire cynique. Tu orchestres une rumeur et hop, l'électorat te mange dans la main. Avec sa réputation de magouilleur, tout le monde est persuadé qu'il a triché. C'est con, l'électorat. C'était la quintessence d'Hervé Dumont. L'homme de principe était aussi un manipulateur hors pair. Il avait perdu l'élection, mais il avait gagné la guerre de l'opinion. Jean-Claude était désormais le président illégitime, le tricheur, le roi sans couronne. Hervé, dans sa défaite, avait réussi à empoisonner la victoire de son adversaire. Le petit royaume du comité d'entreprise avait son premier scandale d'État, sa première crise institutionnelle, et la vie de bureau, un instant suspendue par le drame électoral, pouvait reprendre son cours, un peu plus amer, un peu plus cynique qu'avant. Chapitre 8. Le bouc émissaire. Dans chaque groupe humain, lorsque les tensions montent et que l'anxiété devient insupportable, un mécanisme ancien et terrible se met en place. La recherche d'un bouc émissaire. Il faut un coupable, un seul, sur qui concentrer toutes les fautes, toutes les frustrations, toutes les haines. Son sacrifice, réel ou symbolique, permet au groupe de se ressouder, de retrouver une unité factice dans une haine partagée. C'est un processus de réparation institutionnelle par l'exclusion, une réconciliation collective momentanée au prix de la souffrance d'un individu. Dans l'aquarium de l'étage, le bouc émissaire désigné était Sylvain Muller. Sylvain était comptable, un homme discret, méticuleux, presque invisible. Il était l'antithèse de Jean-Claude et d'Hervé.
Il ne faisait pas de vagues, ne participait pas aux intrigues, ne racontait pas de blagues. Il faisait son travail consciencieusement, puis rentrait chez lui, dans un petit appartement où, l'imaginait-on, il devait mener une vie aussi grise et ordonnée que ses feuilles de calcul. Le processus de sa désignation fut lent et insidieux, suivant les étapes cliniques décrites par les psychologues du travail. La première phase fut celle de la discrimination. On commença à remarquer ses signes distinctifs victimaires. Sa timidité fut interprétée comme de l'arrogance, son silence comme du mépris, son application au travail comme un manque d'esprit d'équipe. Il ne participait pas aux pauses café, non pas par snobisme, mais parce qu'il ne savait jamais quoi dire, qu'il craignait de déranger. Les autres y virent un refus de s'intégrer. Il devint celui qui ne dit jamais bonjour, celui qui mange seul à son bureau. Chaque trait de sa personnalité, chaque habitude, fut tordu, réinterprété pour en faire un signe négatif. La deuxième phase fut celle de la stigmatisation. Les signes distinctifs devinrent des fautes. On commença à lui attribuer les problèmes collectifs. Une erreur dans une note de frais, c'est Sylvain. L'imprimante en panne, Sylvain a dû faire une mauvaise manipulation. Le moral de l'équipe est en baisse, c'est à cause de l'ambiance que Sylvain installe. Il devint petit à petit le problème. Le groupe, en proie à ses propres angoisses, la peur du licenciement, la pression des objectifs, la monotonie du quotidien, avait trouvé une cause simple et unique à son mal, être. Il était plus facile d'accuser Sylvain que de remettre en question l'organisation du travail ou la compétence du management. Sylvain, lui, sentait l'étau se resserrer. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il redoublait d'efforts pour être aimable, pour être parfait dans son travail, mais chaque effort semblait aggraver son cas. Sa gentillesse était perçue comme de l'hypocrisie, sa perfection comme une provocation. Il était pris dans un piège dont il ne connaissait pas les règles. Il s'isolait de plus en plus, ce qui confirmait aux yeux des autres son caractère asocial et justifiait leur rejet. C'était un cercle vicieux, une prophétie autoréalisatrice. La phase de désignation fut atteinte lorsque le groupe, de manière quasi unanime, le considéra comme un corps étranger, un élément nuisible qu'il fallait expulser. Les micro-agressions devinrent plus directes, des moqueries à voix haute, des oublis de l'invité en pot, des soupirs exaspérés lorsqu'il prenait la parole en réunion. Jean-Claude et Hervé, les deux leaders antagonistes de l'étage, trouvèrent en Sylvain leur seul terrain d'entente. Le martyrisaire était leur projet commun, le ciment de leur amitié improbable. Ils étaient les grands prêtres du culte sacrificiel et Sylvain était la victime offerte sur l'autel de leur propre insécurité. Il était devenu l'esseulé, celui qu'on a mis à l'écart matériellement et moralement. Il était prêt pour le sacrifice final, pour l'humiliation publique qui scellerait son statut et purifierait, pour un temps, la communauté. Chapitre 9. Le marathon cérébral. Le sacrifice eut lieu un jeudi après-midi sous la forme d'un jeu radiophonique. Une station locale avait lancé un concours, le marathon cérébral, où les auditeurs pouvaient appeler et tenter de gagner 1 000 € en répondant à 2 questions de culture générale. Ce fut Jean-Claude qui eut l'idée. Il vit là l'occasion parfaite de parachever l'œuvre de destruction de Sylvain, tout en se donnant le beau rôle, celui du collègue sympa qui aide les autres à gagner de l'argent. Il entraîna Hervé dans son projet, qui accepta avec un enthousiasme pervers. La scène se déroula dans l'open space, transformé pour l'occasion en arène. Tout le monde était là, rassemblé autour du bureau de Sylvain, formant un cercle de spectateurs avides. Jean-Claude tenait le combiné du téléphone, le haut-parleur activé pour que tous puissent profiter du spectacle. « Allô Sylvain, comment tu vas? Tu es sur ton lieu de travail? » La voix de l'animateur radio faussement enjouée emplit l'espace. Sylvain, au centre du cercle, était blême. Il avait tenté de refuser, mais la pression collective avait été trop forte. Il sentait tous les regards sur lui, un mélange de pitié et de jubilation. « Tu as la paix chez Sylvain, » continua l'animateur. « Oui, oui, balbutia Sylvain. » La première question tomba. « Automobile. En 1979, combien d'automobiles la Pologne a-t-elle produites? » Un silence. Sylvain n'en avait aucune idée, mais Jean-Claude était là, son sauveur. Il lui souffla la réponse à l'oreille, une réponse qu'il avait préparée à l'avance en consultant une encyclopédie. 410 000 voltéicules, chuchota-t-il. Sylvain répéta le chiffre d'une voix tremblante. « Bonne réponse, s'exclama l'animateur. Si tu réponds à la deuxième question, les 1 000 € sont pour toi. » Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée. Jean-Claude bombait le torse. Il était le metteur en scène, le marionnettiste. Deuxième rubrique annonça à la radio. Johnny Hallyday ou calcul mental? Calcul mental, s'écria Sylvain qui se sentait enfin sur son terrain. Non, Johnny Hallyday, hurla Jean-Claude couvrant sa voix. Fais-moi confiance. Sylvain, déstabilisé, obéit. Johnny Hallyday, dit-il au téléphone. La question était d'une simplicité cruelle. Attention Sylvain, quelle est l'orthographe exacte du nom de Johnny? C'était un piège culturel. Pour Jean-Claude, pour Hervé, pour la plupart des gens dans la pièce, la réponse était une évidence. Johnny, c'était une partie de leur vie, la bande-son de leur adolescence, une icône populaire qui transcendait les classes sociales. Mais pour Sylvain,
c'était un monde étranger.